Alors, j'ai visité un certain nombre de régions à l'intérieur du pays, en Mauritanie, mais je vous le dis d'emblée, je n'en ai pas visité assez. Je suis allé plusieurs fois dans l'Adrar pour plusieurs raisons et motifs professionnels, que ce soit le Festival des Villes Anciennes ou l'inauguration de la saison touristique en 2019 par exemple, et pour également voir nos réalisations là-bas. Je suis allé à Nouadhibou, je suis allé également au banc d'Arguin, tout ça dans un contexte professionnel. J'ai pu aller jusqu'à Kifa pour, d'une certaine manière, inaugurer la centrale électrique de Kifa avec le ministre Le Drian. Je suis allé également dans le Hod Esharghi, où j'ai passé donc une grande semaine, puisque vous savez que le Hod Esharghi est la région de concentration des efforts de l'Alliance Sahel pour ce qui concerne la Mauritanie, avec le Garbi également. Mais pour l'instant, je dois vous dire ma grande frustration de ne pas avoir pu encore voyager vers le sud. Je l'avais prévu l'année dernière, mais la pandémie est arrivée et a contrarié mes projets. Mais vous pouvez être sûr que je suis très pressé d'aller dans le Trarza, n'est-ce pas, à Rosso, mais pas seulement, également du côté de Kermassène et de l'embouchure du Sénégal. Je vais aller évidemment dans Tagant sur les traces d'Odette du Puy Godot, mais bien sûr, je ne raterai pas les autres régions. J'ai prévu d'aller sur Kaidi Bogué, sur Celiba Beyi, le triangle dit de l'espoir, et mon objectif est de ne pas quitter la Mauritanie avant d'avoir visité toutes ces régions. La France, je crois qu'il faut le rappeler, reste encore aujourd'hui, et on s'en réjouit, le premier partenaire bilatéral de la Mauritanie en termes de partenaire au développement. Ce sont les chiffres du CAD, le comité d'aide au développement de l'OCDE, qui le disent, ce n'est pas nous, France, c'est cette institution internationale, et nous sommes fiers d'être le premier partenaire bilatéral de la Mauritanie encore aujourd'hui en 2021. Et non seulement ça, mais en plus, comme vous le savez, nous sommes membres de l'Union européenne, de cette équipe Europe, puisque nous y contribuons à hauteur d'une bonne proportion du budget. Et donc à ces deux titres-là, strictement bilatéral et multilatéral, nous sommes un partenaire important de la Mauritanie. On a 25 projets, programmes en cours d'exécution. Et ça représente un total de l'ordre de 230 à 250 millions d'euros aujourd'hui en cours d'exécution. Et tout ça, il faut le dire, j'y reviendrai peut-être, sous forme de dons. Ce sont des dons, ça n'est plus du prêt. Nous avons d'une part les domaines régaliens, c'est-à-dire le soutien à l'administration publique, notamment dans les administrations économiques et financières, le soutien à la justice, mais aussi le soutien à la sécurité intérieure et le soutien aux forces de défense. Au-delà des secteurs régaliens, la France soutient, accompagne la Mauritanie dans les domaines économiques et sociaux. L'éducation, la santé, l'eau, l'électricité, ce qu'on appelle habituellement les services sociaux de base. L'électricité, je cite l'exemple de la centrale de Kifa, par exemple, une centrale électrique hybride, à la fois solaire et thermique. Je cite également tout ce que nous faisons en matière d'eau et d'assainissement. Également l'agriculture et le développement rural, bien sûr, l'énergie et les infrastructures. Je n'oublie pas un troisième pan de notre relation, de notre coopération, qui, contrairement aux opérations précédentes menées plutôt par l'Agence française de développement, sont du domaine du service de coopération de l'ambassade et de l'Institut français. Le service de coopération de l'ambassade est présent également dans le domaine de l'enseignement du français, puisqu'il y a une demande mauritanienne pour l'enseignement du français, mais aussi pour l'enseignement en français à travers, en particulier, le lycée Théodore Monod. Que peut-on attendre de cette visite? Oui, il y aura des suites à cette visite de deux ordres. En termes d'aide publique au développement, en 2021, qu'est-ce que nous avons en perspective? Qu'est-ce que nous avons dans les tuyaux? On a pour l'instant une enveloppe de l'ordre de 25 millions d'euros que l'on pense destiner, et tout ça en concertation avec les autorités mauritaniennes évidemment,
à, d'une part, la gestion des eaux de surface, en vue donc d'offrir l'eau nécessaire au développement agro-pastoral, mais également à la consommation humaine. Deuxième axe cette année, ça serait l'emploi, l'entrepreneuriat, pour favoriser l'emploi des Mauritaniens, mais en particulier des jeunes et des femmes. Un troisième programme en cours de préparation, c'est un programme qui fera suite à celui qui existe aujourd'hui dans le domaine de la justice. Et enfin, on n'exclut pas de pouvoir intervenir encore cette année dans le domaine de l'agriculture. Enfin, on a toujours un flux régulier d'opérations et de financements mis en œuvre par le service de coopération de l'ambassade en direction de la société civile en particulier, mais aussi de l'enseignement supérieur, de la recherche, y compris sous forme de bourses. Deuxième volet, vous savez que le secteur privé et l'investissement privé sont au cœur du programme du président Razbani, du Premier ministre Bilal et de tout son gouvernement, puisqu'il y a d'une part ce que peuvent faire les pouvoirs publics, mais aussi le rôle que doit remplir naturellement un secteur privé générateur d'emplois et de richesses pour le plus grand nombre. Les deux présidents, président Macron, président Razbani, lorsqu'ils se sont vus encore récemment, se sont mis d'accord ensemble pour dire que c'était une priorité, le développement des relations entre secteur privé français et secteur privé mauritanien, sous forme d'échanges commerciaux, mais encore plus intéressant, sous forme d'investissement. Ce que je peux attester, je suis ici déjà dans ma 3e année, c'est qu'il y a un grand intérêt, en tout cas un intérêt renouvelé, des entreprises françaises, des opérateurs économiques français pour la Mauritanie, parce que la Mauritanie offre un certain nombre d'opportunités. Il existe déjà une 60aine d'entreprises françaises qui travaillent en Mauritanie et qui ont généré la création d'environ 3000 emplois, 3000 emplois directs ou indirects. Toutes ces entreprises regardent également ce qu'autorise le cadre législatif et réglementaire sur les partenariats publics-privés, qui est une opportunité que offre la Mauritanie à ses partenaires internationaux. Maintenant, je terminerai en disant que faire venir de nouveaux investisseurs français en Mauritanie, c'est un objectif qu'on a en commun entre pouvoir public français et pouvoir public mauritanien. Mais évidemment, les opérateurs économiques étrangers, en général, sont très attentifs au climat des affaires. Donc ça veut dire qu'il faut garantir à ces entrepreneurs qu'ils pourront venir travailler ici dans de bonnes conditions, dans un bon climat des affaires. Et la première chose à faire, c'est certainement de réunir ces conditions pour celles et ceux parmi les entreprises françaises qui ont déjà fait le choix de s'installer ici. Donc, c'est quoi la dette mauritanienne aujourd'hui? Comment se structure-t-elle? À qui la Mauritanie doit-elle rembourser une dette? Cette dette, elle fait un peu plus de 5 milliards de dollars en stock, 5 300 millions de dollars dus à l'ensemble des créanciers de la Mauritanie. Sur ce total, c'est des chiffres à fin 2019 pour être précis, qu'est-ce qui est dû à la France? Très peu. Très peu. Le total est dû à la France est de 69 millions de dollars. Donc 69 millions de dollars par rapport à 5 300 millions de dollars, vous voyez que la France ne représente que 1,3% aujourd'hui de la dette de la Mauritanie due à ces différents créanciers. Et si on prend même l'ensemble du Club de Paris, eh bien, ça ne représente que 1,7%. Donc, s'il y a un sujet d'annulation de dette, c'est un sujet à traiter avec les principaux créanciers d'abord de la Mauritanie, dont la France ne fait pas vraiment partie, puisque je vous ai cité ce pourcentage de 1,3%. Ça ne veut pas dire qu'on écarte purement et simplement cette possibilité-là, mais ça n'est pas le gros morceau auquel il faut s'attaquer. Ce que je voulais préciser également, c'est que non seulement nous allons continuer, nous le faisons actuellement, nous allons continuer à mettre en œuvre cette initiative de suspension du service de la dette, mais je voudrais rappeler que si la France aujourd'hui
à un montant si peu élevé de créances sur la Mauritanie, c'est parce qu'on a déjà annulé un gros stock de dettes à partir du début des années 2000 jusqu'en 2019, les échéances tombant jusqu'en 2019. Et on a annulé, rien que pour les créances de l'AFD, 68 millions d'euros. Vous avez raison de souligner que, effectivement, j'ai souhaité rencontrer récemment un certain nombre de responsables mauritaniens que je qualifierais de responsables religieux. Donc d'abord et avant tout le ministre en charge des affaires islamiques et de l'enseignement originel, M. Taleb, mais aussi plusieurs personnalités comme le président de l'université Chinguetti. Mes équipes ont également rencontré le président de l'université de Ayoun et également d'autres grands interlocuteurs et érudits qui sont des autorités, non seulement en Mauritanie, dans la région, mais dans le monde en termes de connaissance de l'islam et de l'islam tel qu'il est pratiqué et valorisé en Mauritanie. Alors, j'ai commencé ces contacts parce que je me suis rendu compte que cela manquait dans la relation entre l'ambassade et la Mauritanie, entre la France et la Mauritanie. Et je voudrais dire que contrairement à ce que certains voulaient laisser croire, comme quoi la France est un pays islamophobe, ou même plus généralement hostile à la religion, quelle qu'elle soit, avec une mauvaise compréhension de ce que nous appelons la laïcité. La laïcité, pour nous, c'est faire en sorte que chaque personne qui vit en France peut croire ou ne pas croire, et en tout cas, pour ce qui concerne les croyants, peuvent choisir leur religion et la pratiquer en toute sérénité. Et donc, nous avons proposé à tous ces responsables que j'ai rencontrés récemment d'échanger davantage entre scientifiques, entre érudits, entre savants, peut-être même entre communautés, entre imams, et je crois que nous y avons tout à gagner. D'autant plus, encore une fois, que la Mauritanie, la terre de Chinguetti, est vraiment un centre de connaissances, d'expertise, de référence pour tout ce qui a trait à l'islam, évidemment. Nous saluons les initiatives prises par les autorités mauritaniennes, le président Razouani, de faire en sorte que le dialogue religieux soit valorisé parmi les outils et parmi les méthodes de traitement du radicalisme dans la région. Ça a été fait avec succès ici même en Mauritanie, en 2010 en particulier, mais ça se poursuit. Et c'est une proposition mauritanienne très bienvenue pour contribuer à régler le problème du terrorisme et du radicalisme dans la région du Sahel. Après l'apparition de la pandémie, la France, par la voix du président Macron, mais pas seulement, nos partenaires allemands, pays membres de l'Union européenne, l'OMS, ont pris une initiative que l'on appelle Acte A, et qui consiste à dire on va unir nos efforts en solidarité avec les pays du Sud, avec les pays en développement qui n'ont pas les mêmes moyens que nous pour riposter contre cette épidémie. Avec 3 piliers, cette initiative Acte A. D'abord, mettre à disposition les moyens de diagnostic, les fameux tests divers et variés. 2, renforcer les systèmes de santé, les systèmes de soins pour la prise en charge des malades. 3, le vaccin. Mettre au point le vaccin et le mettre à disposition de tous les pays et de toutes les populations une fois qu'il sera prêt. S'agissant du vaccin, c'est à travers une sous-initiative qu'on appelle COVAX que les choses se sont passées, au bénéfice en particulier de 92 pays prioritaires, dont la Mauritanie. Simplement, on s'est très vite rendu compte que l'argent, c'était une bonne chose, mais que l'argent, lorsque la ressource n'est pas là, lorsque les approvisionnements ne sont pas suffisants, ça ne réglait pas tout le problème. Et donc, de manière complémentaire,
La France, le président Macron, ont dit, au-delà des contributions financières, nous préconisons des contributions en nature. Et effectivement, la France a été le premier pays à passer à l'acte avec une première annonce et réalisation pour 500 000 doses. Le mécanisme étant, la France donne ces 500 000 doses à COVAX, et c'est COVAX qui décide qui va en bénéficier d'abord. Et ça a été la Mauritanie, avec 100 000 doses. Et nous, ça nous va très bien que ça soit la Mauritanie. Je complète mon propos en disant qu'au-delà des 500 000 doses que vous avez mentionnées, le président Macron a annoncé que l'engagement de la France était porté dorénavant à 30 millions de doses. 30 millions de doses d'ici la fin 2021. Et nous nous réjouissons de voir que d'autres pays se sont engagés dans cette voie aussi.